Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Enfin, on va aborder le sujet de FICO. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler une chose. À la fin de ce mois, le lien est déjà dans le club Top Invest. Vous retrouverez ici le lien vers le club en description de la vidéo. Nous avons notre live mensuel. Donc, si vous avez des questions à poser, ce serait exactement le bon endroit pour le faire. Donc, tout est en description de la vidéo dans le club. Ici, je vais parler de FICO. C'est une situation qui dure depuis plusieurs mois ici aujourd'hui. Donc, vous voyez que FICO, par exemple, si on le prend, le ticker symbole, c'est FICO. Très belle entreprise, d'ailleurs. On va avoir le temps aussi de revenir dessus. Vous voyez que depuis le mois de novembre 2024 à aujourd'hui, on a à peu près du moins 44%. Si on se base sur les éléments du mois de mai 2025, enfin au plus haut de cette année, nous avons à peu près une baisse de près de 40%, de plus que 40% en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans tous les cas de figure, ce qu'il y a lieu de faire, ça va dépendre de vous, de votre lecture des rapports financiers et votre écoute des conférences call. Parce que tout ce que je vais raconter ici aujourd'hui n'engage que moi. J'ai lu mes rapports financiers, écouté mes conférences call, et voilà à peu près l'avis que je peux avoir sur cette compagnie en date d'aujourd'hui. Et me connaissant, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur FICO et je sais une chose, ce n'est pas une entreprise que je pourrais acheter à plus de 25 fois les bénéfices. Déjà même en date d'aujourd'hui, payer même cette compagnie à 25 fois les bénéfices au prix actuel, il va falloir réfléchir un tout petit peu parce qu'il y a quand même des choses qui vont un tout petit peu changer. N'allons pas trop vite. Donc, le monde de la finance a les yeux rivés sur Fair Isaac Corporation, qui est en abrégé ici FICO. Fair, c'est le nom du premier fondateur et Isaac, c'est le nom du deuxième. C'est deux personnes. Okay? Donc, ils ont joué les noms ici pour que ça donne Fair Isaac Corporation, en abrégé ici FICO. Depuis le début de l'année 2025 quand on dit depuis le début de l'année 2025, parce que le monde de la finance a les yeux rivés sur FICO en début d'année 2025 et pas pour de bonnes raisons. Avec une chute de plus de 30% de son cours de bourse, l'entreprise qui a longtemps régné en maître sur le score de crédit est aujourd'hui dans la tourmente. La cause, simple, une décision audacieuse sur les prix qui a provoqué la colère du plus puissant régulateur du marché hypothécaire américain, à savoir la FHFA. Je sais qu'en Europe, vous n'êtes pas habitué au score de crédit, etc., mais nous, en Amérique du Nord, c'est très commun. Vous ne pouvez pas aller dans... Je pense même que vous avez même des scores de crédit chez vous, sauf que c'est en interne. Ça circule entre les banques, etc. Parce que le score de crédit, c'est simple. Si vous avez l'habitude de rembourser vos prêts à temps, etc., vous avez tendance ici à avoir un score très élevé. Moins votre score est élevé, plus vous aurez du mal ici à avoir un crédit, surtout à des taux d'intérêt intéressants. OK? Donc, très souvent, pour louer une maison, acheter une voiture, acheter un équipement, un bien durable ici comme un réfrigérateur, etc. Si vous le faites à crédit, on va aller regarder votre score de crédit. C'est-à-dire que votre capacité, ce n'est pas la capacité, mais c'est votre historique ça prend en considération plusieurs éléments, l'historique de remboursement, le volume de dette que vous avez présentement, etc., le taux de défaut que vous avez eu par le passé. Donc, moins vous avez ces éléments négatifs là dans le dossier, mieux c'est. Donc, le score de crédit est très, très, très important. Donc, maintenant, attention, FICO ne fait pas que ça. Mais une grosse partie de son chiffre d'affaires dépend du score de crédit. Donc, aujourd'hui, on va plonger à peu près dans tout ce qui s'est passé dans cette saga-là, histoire de comprendre ce qui a lieu de faire en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on panique? Est-ce que c'est une entreprise qui... Est-ce que la situation actuelle est temporaire ou durable? Donc, tout a commencé par une décision commerciale. FICO a annoncé son intention d'augmenter la redevance pour chaque score de crédit utilisé dans un prêt immobilier, la faisant passer de 3,5 $ à 4,95, soit une hausse à peu près de 40%. Dans un marché ordinaire, une telle augmentation serait risquée. Mais sur le marché hypothécaire, attention, on parle bien du marché hypothécaire qui est l'un des plus gros marchés en termes de prêts. OK? Mais la question que vous devez vous poser, c'est le score de crédit, s'il est utilisé uniquement sur le marché, s'il est utilisé pour les prêts,
le marché hypothécaire ne représente qu'un pan de cette activité-là. D'accord? Ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Donc, mais sur le marché hypothécaire américain, FICO détenait un monopole de fait. Les prêteurs n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser son score pour que leur prêt soit accepté par Fannie Mae ou bien Freddie Mac, les géants qui garantissent la majorité des hypothèques du pays. Et en passant, je pense que soit Fannie Mae ou Freddie Mac ici, qui est une entité cotée, qui sont des entités cotées en bourse ici, et dont depuis 2008 ici, ne sont pas privées, mais sont semi-privées dans tous les cas de figure. Il y a de fortes chances qu'on réintroduise en bourse ces différentes entités-là. Je pense que Freddie Mac doit être coté présentement, mais ce qu'on appelle généralement les pink sheets. Je pense que pour ceux qui sont curieux, allez-y, regardez c'est quoi un pink sheet ou bien le marché des OTC ici. En parlant des marchés des OTC, je pense qu'on a déjà parlé d'une compagnie qu'on appelle OTCM. D'accord? Allez-y, regardez qu'est-ce que cette compagnie-là fait. Elle n'est pas très différente de Euronext, sauf que c'est un autre type de marché très particulier. Bref, ça pourrait être un IPO intéressant. Donc, cependant, cette démarche a été perçue par l'Agence fédérale de financement du logement, à savoir la FHFA, non pas comme une simple affaire de business, mais comme un abus de position dominante. Parce que vous allez me dire, mais 3,50 $, 4,50 $, c'est rien ça. Mais non, ça représente énormément d'argent. Surtout parce que, en rendant l'évaluation du crédit plus chère, FICO risquait de faire grimper le coût final pour les futurs propriétaires allant à l'encontre de la mission de la FHFA, à savoir assurer un marché du logement stable et accessible. La critique publique et acerbe de son directeur a été le premier coup de tonnerre. Le second coup de tonnerre a été bien plus assourdissant. En juillet de cette année, 2025 bien sûr, la FHFA a annoncé une mesure historique, à savoir l'approbation d'un concurrent qu'on appelle ici Vantage Score 4.0 comme une alternative officielle au FICO. FICO Score bien sûr. Ce n'est pas un petit concurrent. Vantage Score est le fruit d'une collaboration entre les 3 plus grandes agences de crédit, qui sont également des clients de FICO. Equifax, Experian et TransUnion. 3 entreprises intéressantes à aller regarder. Peut-être pas parce qu'elles sont sous-évaluées au prix actuel, mais parce que ça pourrait être des entreprises intéressantes à avoir en portefeuille si on aime la qualité. En une seule décision, la FHFA a mis fin à des décennies de monopole et a ouvert la porte à une concurrence féroce dans le segment le plus vital de FICO, le segment des scores, qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Et comme je l'ai dit tantôt en début de vidéo, posez-vous la question de savoir, dans ce segment des scores, quel est le pourcentage issu du segment pré-hypothécaire? D'accord? Donc, parlons un tout petit peu de Vantage Score 4.0. Mais pourquoi choisir Vantage Score? Tout simplement parce que son modèle représente une approche plus moderne et plus inclusive du crédit. Et faites attention au terme inclusif. Parce que c'est là où vous allez remarquer la différence entre les deux. Et pour faire simple, pour moi, je trouve que Vantage Score est un peu plus entreprenant, moins rigoureux, entre parenthèses, que FICO. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Et quand on parle de crédit, la rigueur est la clé. D'accord? Donc, on va se dire ici que le fait que Vantage Score soit un peu plus moderne, inclusif par rapport au crédit, donc ces éléments-là sont alignés avec les objectifs du régulateur. Et voici un tout petit peu ce qui rend Vantage Score un peu différent par rapport à FICO. Et là, je vous pose une question simple. Si vous avez un historique de crédit court, le FICO classique exige au moins 6 mois de données pour vous noter. Ce qui veut dire que si votre historique de crédit date de moins de 6 mois, vous ne serez pas classé par FICO. Donc, Vantage Score peut le faire, lui, d'accord, à contrario, par rapport à FICO, Vantage Score permet d'avoir ici un historique, même si vous êtes une nouvelle arrivant, imaginez que vous venez d'arriver aux États-Unis, Vantage Score ici, en 30 jours, peut vous permettre d'avoir un historique de crédit. Donc, Vantage Score peut le faire avec un seul mois. Cela signifie que des millions de jeunes ou de nouveaux arrivants
peuvent enfin accéder à un score de crédit et potentiellement à un prêt. Et vous avez compris ici que je ne parle pas juste de prêt hypothécaire. On continue. Deuxième point. Plutôt qu'une simple photo de vos dettes à un instant T, VantageScore analyse vos habitudes sur 24 mois. Remboursez-vous vos cartes de crédit en totalité chaque mois ou seulement le minimum? Cette donnée de tendance offre une vision beaucoup plus juste de votre santé financière. Et je pense que je suis très bien placé ici aujourd'hui pour vous en dire plus par rapport à cette partie. Vous savez, quand vous avez gâté votre score de crédit, disons-le, c'est le terme, vous avez foutu en l'air vos scores de crédit, ça va être de plus en plus compliqué pour vous d'obtenir un crédit à taux, un crédit déjà de manière générale, et en supplément même en obtenir un à taux élevé. Imaginez par exemple que vous êtes un étudiant, vous faites une école de médecine, et je n'ai pas dit médecine pour rien, soit médecine, soit ingénieur, ici au Canada. Et ça pourrait être la même chose aux États-Unis. Ou bien en Angleterre, je pense qu'ils utilisent également des scores de crédit là-bas. Imaginez justement que pendant que vous étiez aux études, disons quand vous êtes arrivé les 2 premières années, on vous a donné un crédit, on vous a donné une carte de crédit, vous avez utilisé la carte de crédit en question et vous avez arrêté de rembourser. Vous serez considéré comme un mauvais payeur. Entre-temps, vous avez terminé vos études, vous avez trouvé un emploi, vous avez un salaire au-dessus de la moyenne nationale, comme premier salaire de manière générale. OK? Est-ce que vous pensez que votre crédit va avoir tendance à s'arranger sur les mois à venir? Il y a un élément ici, en Amérique du Nord, c'est facile de détruire. Le crédit, c'est un peu comme une réputation. C'est difficile à bâtir, mais très facile à détruire. Une fois que vous avez une fois que vous avez mis en danger votre note de crédit, ça va vous prendre plusieurs années pour remonter la pente. Même si, sur les derniers mois, vos tendances s'améliorent. D'accord? Et sachez que je sais de quoi je parle. Attention, ça va vous prendre plusieurs années. Et donc, les données de tendance, pour moi, sont intéressantes. Parce que vous pouvez avoir fait une erreur par le passé. Mais si on remarque ici que sur les derniers mois, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, vous remboursez à temps. Et en plus, vous remboursez plus que le minimum demandé, ça a un impact très élevé auprès ici ça pourrait avoir un impact positif auprès ici de la personne qui devrait, de l'institution financière qui pourrait vous prêter de l'argent. C'est important. Donc ce point-là, sur VantageScore, pour moi, je trouve que c'est un très bon point. Troisième point par rapport aux avantages de Vantage, la différence par rapport à FICO, le modèle est plus indulgent avec certaines dettes passées, comme les dettes médicales ou les comptes en recouvrement qui ont déjà été payés depuis. Parce que parfois avec FICO, si on vous envoie un recouvrement et que vous avez remboursé, déjà le fait qu'on vous envoie un recouvrement, c'est négatif. Si vous remboursez, disons, ça n'a pas un impact significatif à court terme. Or, VantageScore, ça pourrait avoir un impact significatif. Ça, c'est un plus. Mon problème, c'est au niveau des dettes médicales. Parce que les dettes médicales en question ne sont pas incluses dans le VantageScore 4.0. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que pour moi, je considère qu'une dette, c'est une dette. Point. Une dette est une dette. Point barre. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, il n'y a pas que des avantages, mais également des inconvénients. Donc, il évite ainsi, à savoir donc, le fait que le modèle soit plus indulgent avec les dettes passées, comme les dettes médicales ou les comptes de recouvrement qui ont depuis été payés. Il évite ainsi de pénaliser durablement ceux qui ont connu des revers financiers ponctuels. Maintenant, alors, est-ce que c'est la fin de FICO?
Et je rappelle que FICO, c'est 2 segments d'activité. Là, on parle du segment score uniquement qui est impacté. Parce que le segment données financières, etc., lui, ça va aller. OK? Donc, malgré cette annonce fracassante, ne vous attendez pas à voir FICO disparaître du jour au lendemain. Changer le moteur d'un système aussi complexe que le marché hypothécaire américain, c'est comme changer une roue sur une voiture en pleine course. Ce n'est pas aussi facile. Les banques et les prêteurs doivent mettre à jour leur logiciel, réentraîner leurs algorithmes de risque. Par exemple, un score de 720 de FICO n'a pas la même valeur qu'un score de 720 de Vantage Score. Parce que FICO est un peu plus rigoureux, Vantage Score un peu moins. Donc, il faut réentraîner les algorithmes et il faut former les équipes. Donc, ce processus prendra plusieurs années, ce qui donne à FICO un répit financier à court terme. Si l'impact immédiat est limité, les conséquences à long terme sont profondes. FICO est passé d'une position de monopole où elle fixait les prix à celle d'un concurrent qui devra se battre pour chaque client. On a plus de 50% de nos activités qui est à risque présentement par rapport à une guerre sur les prix. Donc ce changement de paradigme est porteur de bonnes nouvelles pour presque tout le monde. Hormis FICO, bien sûr. Pour les prêteurs, le choix et la concurrence feront baisser les coûts. Pour les consommateurs, l'innovation forcée par la concurrence mènera à des scores plus justes et plus précis et potentiellement à des coûts de crédit plus bas. Donc tout ce que je vais énumérer par rapport à Vantage 4.0, FICO peut faire ça. Ils vont être forcés à le faire. Les données de tendance, j'aime bien cette information-là. C'est quelque chose d'intéressant à voir. Entre autres. Donc, troisième point, l'accès à la propriété. Des millions de personnes jusqu'ici invisibles pourront enfin être évaluées, ouvrant la porte à leur rêve de devenir propriétaire. Ça, c'est un avantage pour les entités qui vendent des maisons. D'accord? Parce que tout est lié, les amis. Mais c'est un inconvénient en termes de... Ça pourrait être un inconvénient en termes de comment on dit ça? Le terme ici... Ça pourrait ouvrir la porte ici à un crédit, à un niveau, à des comment on dit ça, à moins de rigueur dans l'octroi des prêts. Mais c'est un risque. Donc en conclusion, la crise de 2025 chez FICO est bien plus qu'une anecdote. C'est le début d'une transformation structurelle qui promet de rendre le monde du crédit plus compétitif, plus innovant et surtout plus juste. L'ère du roi FICO n'est peut-être pas terminée, mais son règne sans partage l'est certainement. Maintenant, ce genre d'entreprise, combien de fois les bénéfices vous allez payer quand vous savez que 50% de notre activité ici est menacée? Et quand je dis 50%, les marges de notre activité, les marges d'une activité représentant 50% du revenu ici sont menacées. Parce que je ne parle pas du chiffre, je parle des marges surtout. Regardez FICO, croissance des revenus. Magnifique. La question que je vous pose toujours, elle provient d'où la croissance? Organique? Si oui, où? Est-ce qu'on vend de plus en plus de produits ou bien on fixe un prix de plus en plus élevé? Parce que le pricing power a une limite. Ensuite, vous allez regarder la croissance du revenu, etc. Tant mieux pour vous. Maintenant, vous allez comprendre une chose quand on va parler d'évaluation. Attendez. Marge brute, les marges brutes augmentent. Très, très bien, on aime ça. La question, c'est pourquoi. Marge EBITDA suivent également la même tendance, ça augmente. Près de 46%, on aime ça. Pourquoi? Je pense que vous connaissez la réponse. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Free cash flow est plus élevé. On aime ça, n'est-ce pas? Dette net sur EBITDA. C'est une entreprise qui a une dette net sur EBITDA aux alentours de 2,8. OK? Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce type d'entreprise? Et vous savez que nous, on ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Rien envie de savoir ce que tu fais. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi. En moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Quand je prends toute la durée. Sur les 10 dernières années, ils se sont emballés, ils ont payé 33 fois en moyenne. 5 dernières années, ils ont payé 40 fois en moyenne. 3 dernières années, ils ont payé 47 fois en moyenne. Et on s'étonne du fait que le prix de cette action baisse aussi drastiquement à court terme. Il y a déjà un problème au niveau de la valorisation. Tout simple, les investisseurs ont toujours une vue à court terme ici. Les opérateurs, ils pensent que parce que le chiffre d'affaires augmente, il va continuer à augmenter jusqu'à la fin des temps. Or,
Ce n'est pas souvent la même histoire. Il faut faire attention. Donc, ce genre d'entreprise, combien de fois les bénéfices vous allez payer? J'aurais pu payer 25 fois les bénéfices précédemment. Mais aujourd'hui, ça sera 20 fois les bénéfices. Et encore, on ne connaît pas l'impact que ça pourrait avoir sur les marges. Admettons même que les marges sont sous pression, mais que le chiffre d'affaires continue à augmenter. D'accord? Donc, on sous-entend ici que le volume de free cash flow va à peu près rester le même. Combien je serais prêt à payer pour une entreprise comme FICO? Encore une fois, si on se limitait juste à une analyse quantitative, c'est uniquement pour décider si l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Est-ce que c'est le cas? Pour moi, FICO, avec ou sans concurrence, elle mérite une place dans notre watchlist. Maintenant, je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices aujourd'hui. Et j'ai le droit de payer ce que je veux sur cette compagnie. D'accord? C'est une belle entreprise, mais on ne paye pas n'importe quel multiple. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 13,18 $. Une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 47 $ d'ici 2027. J'ai arrondi, bien sûr, parce que la précision, ce n'est pas ça qu'on recherche. OK? Ça donne à peu près 3,56% de rendement. Moi, je veux payer 20 fois les bénéfices, pas plus. J'attendrai cette compagnie au moins à 932 $ l'action. Moins la dette nette, donc 932, moins une dette nette d'un volume de combien? Voilà, de 106. Donc, ça donne à peu près combien? 932 moins 106, ça donne 826 $. Pas avant les 826 $. Et encore, 826 $, c'est le max que je serais prêt à payer. Je veux une marge de sécurité. Et peut-être que ma marge de sécurité, je vais me demander un prix bien plus bas que ça. Donc, cette compagnie, dans ma watchlist, donc je viens dans ma watchlist, je mettrai 826 $. Ceux qui ont accès au top premium ou bien au programme d'accompagnement, vous pourrez voir ici que je vais modifier la watchlist et je mettrai la date d'aujourd'hui. Donc, vous connaissez les problèmes de Fair Isaac. À vous maintenant de juger si c'est temporaire ou durable. Moi, je juge que c'est durable. Et vu que c'est durable, je ne paye pas plus que le multiple que j'ai tantôt mentionné. Maintenant, vous pouvez avoir un avis contraire. Mais c'est une excellente entreprise. Mais qu'on ne va pas acheter à n'importe quel prix. D'accord? N'oubliez pas, notre live aura lieu à la fin de ce mois de août 2025. Et si tu regardes cette vidéo après août 2025, sache qu'on a toujours au moins un live par mois dans le club. Très souvent à la fin de chaque mois. Donc, je vous laisse aller voir quelle est la nouvelle date uniquement en vous abonnant dans le club. Vous aurez le lien vers notre prochain live. Et le live, il est essentiellement sur Google Meet et non sur YouTube. OK? Donc, le replay sera uniquement disponible dans le club. Et le club a vous verrez à peu près à quoi il sert ce club-là, parce qu'on est sur YouTube ici, et vous savez que je reçois énormément de questions. Et pour moi, si vous voulez vraiment me poser des questions, faites-le pendant le live, parce qu'on peut répondre à un maximum de questions ici très rapidement. Bref, sur FICO, laissez-moi savoir quel est votre target à vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette compagnie en date d'aujourd'hui? Et pour ceux qui détiennent du FICO, si vous l'avez en dessous des 1000 $, ou en dessous des 800 $ ou bien aux alentours des 800 $, je pense qu'on est assez correct pour le moment. Et moi, spécialement, si je devais l'acheter à un prix particulier, j'attendrais, mon prix à moi, ce serait aux alentours des 600 par là. Mais ça, c'est mon prix, donc 2 fois moins que ça. Maintenant, ceux qui vont te dire, ah, ça n'arrivera jamais à ce prix-là. On verra. Sans doute, il y aura d'autres opportunités de toutes les façons sur les marchés. On n'est pas pressé. Je paye le prix que j'ai fixé pour chaque investissement. Parce qu'à la fin, mon but est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Je ne suis pas là pour faire la charité. D'accord? Donc, je suis assez patient pour uniquement attendre les belles entreprises à bon prix. Et je sais également qu'une belle entreprise se présente toujours avec un problème. Et maintenant, à moi de déterminer si le problème en question est durable ou temporaire. Et je peux uniquement le faire en lisant mes rapports financiers et en écoutant mes conférences calls. Et si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, je vous encourage à réserver un appel pour voir si le programme d'accompagnement pourrait être utile pour vous. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Faites ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.